Le coup de la trahison. Un palais d'hiver à Madrid. Attention. Avant de lire, arrêtez-vous et réfléchissez. Que feriez-vous si la personne que vous aimez le plus vous enlevait tout et vous laissait à la rue? Si vous cherchez une histoire de vengeance froide, méthodique et une renaissance monumentale, préparez-vous. C'est plus qu'un drame. C'est une classe de maîtres sur le pouvoir de la patience. Le silence dans leur penthouse de luxe, avec des vues s'étendant du palais royal aux lumières scintillantes de la Grande Via, était une chose vivante, dense et suffocante. Dehors, la ville de Madrid brillait, une galaxie de promesses conquises que Chloé et Damián s'étaient assurées. Mais à l'intérieur, l'air semblait coupé par le mélange d'une eau de parfum excessivement chère et l'odeur indéniable de la trahison. Chloé posa une main sur la courbe douce de son ventre, la preuve visible de 5 mois de leur avenir commun, et observa son mari, Damián, alors qu'il contemplait l'immensité de la capitale espagnole depuis la grande fenêtre. Quand il se retourna finalement, les yeux qui avaient été autrefois son refuge éteignent maintenant les fenêtres froides et stériles d'un étranger complet. « C'est fini, Chloé », lâcha-t-il, les mots doux et parfaitement répétés, dépouillés jusqu'à la dernière goutte de l'amour qui avait construit cette vie. « Scarlett et moi sommes ensemble. Tu dois partir. » Le monde de Chloé ne s'inclina pas seulement. Il vola en éclats en 1 million de fragments de verre glacé qui flottèrent sous les lustres du salon. Les mots restèrent en suspension, chacun d'eux étant une pierre lancée avec une précision chirurgicale contre le verre délicat de la vie de Chloé. « C'est fini. Scarlett et moi. Tu dois partir. » Ils étaient si simples, si concis, et pourtant totalement dévastateurs. Pendant un instant, Chloé fut certaine qu'elle avait mal compris, que c'était une blague cruelle, le produit du stress de sa dernière opération de fusion chez Sterling & Vance Financial Europa, basée à la Castellana. Elle réussit à forcer un petit rire tremblant qui mourut dans sa gorge, comme un animal blessé. « Damián, ne sois pas ridicule, » dit-elle, sa voix à peine un murmure. Elle fit un pas vers lui, sa main se serrant instinctivement sur son ventre. Un geste de protection envers la petite vie qui était censée être leur plus grande joie. « Nous allons avoir un bébé. Notre bébé. Je me souviens que la semaine dernière, nous avons choisi la couleur pour la chambre. » Sol murmurant. « Tu te souviens, Damián? » Damián ne broncha même pas. Son visage, habituellement si expressif et affectueux, était maintenant un masque d'indifférence distante. Il était vêtu d'un impeccable costume gris anthracite sur mesure, le tissu brillant sous l'éclairage encastré de leur salon caverneux. Il ressemblait à l'homme de couverture d'un magazine d'affaires prestigieux. Pas l'homme qui avait tenu sa main pendant ses nausées matinales et avait murmuré des promesses d'une famille contre ses cheveux. « La chambre peut être repeinte », déclara-t-il, son ton aussi inexpressif qu'un rapport de résultats. « Chloé, ce n'est pas une discussion. J'ai engagé un avocat. Mon avocat, Maître Abascal, te contactera demain pour discuter des termes de notre séparation. Je t'assure qu'ils sont, à l'extrême, généreux. » Le mot résonna comme une gifle, comme si sa vie, l'amour qui l'avait soutenu et son enfant à naître pouvaient être quantifiés et liquidés avec la même froideur qu'une transaction commerciale. Le nom Scarlett résonna dans son esprit. Scarlett Dubois, la vice-présidente incroyablement élégante et d'une ruse acérée de son département. Chloé l'avait vue au dîner. De gala de l'entreprise, elle se souvenait du sourire prédateur de Scarlett, de sa main qui s'attardait trop longtemps sur le bras de Damián,
de la façon dont son rire semblait toujours être dirigé vers l'humiliation de quelqu'un d'autre. Chloé avait écarté sa propre inquiétude comme une paranoïa typique de la grossesse. Qu'elle avait été aveugle. « Scarlett » répéta Chloé le nom, sentant le venin dans sa bouche. « Depuis combien de temps, Damian? Depuis combien de temps me mènes-tu? » Il eut la décence minimale de détourner le regard, ses yeux tombant sur un tableau abstrait qu'ils avaient acquis dans une galerie d'art du quartier de Salamanque pour leur 2e anniversaire. C'était un tourbillon de couleurs chaotiques, et pour la première fois, Chloé sentit qu'elle en comprenait le sens. « Chaos absolu, cela n'a pas d'importance, » dit-il, sa voix coupée. « Ce qui compte, c'est l'avenir, mon avenir, et c'est avec elle, et avec notre fils. » La voix de Chloé se brisa. La douleur pure surpassa enfin le choc. « Notre fils ne fait pas partie de ton avenir? » Damian soupira, un son d'exaspération qui déchira le dernier fragment de son cœur. « Bien sûr que je subviendrai aux besoins de l'enfant. Il y aura un fonds fiduciaire substantiel, les meilleures écoles bilingues de Madrid, le meilleur de tout. Mon fils ne manquera de rien matériel. Le mot était si froid, si clinique. Ils parlaient de leur bébé comme s'il s'agissait d'un actif à gérer, d'une ligne de crédit dans un bilan. Les larmes coulaient sur le visage de Chloé, chaude et silencieuse. Ce n'était pas l'homme qu'elle avait épousé. L'homme qu'elle avait épousé rêvait d'enseigner à leur fils à jouer au football dans le parc del Retiro ou de tresser les cheveux de leur fille. Cet homme, cet étranger au costume hors de prix, ne voyait qu'obligations et dépenses. « Je veux que tu partes avant la fin de la semaine, » continua-t-il, se tournant vers elle, son calme absolu. « J'ai pris des dispositions pour que tu loges temporairement à l'hôtel Villamagna. Toutes tes affaires seront transférées dans un entrepôt de haute sécurité et tu pourras les envoyer où tu décideras d'aller. C'est un processus plus propre ainsi, plus net. » Il y était en train de désinfecter sa vie, d'effacer la tâche inconfortable d'une épouse enceinte pour faire place à son nouveau modèle de partenaire étincelant. Le choc commençait à se dissiper, remplacé par une vague de fureur blanche et chaude. « Va-t'en » balbutia-t-elle. « C'est ma maison, Damian. J'ai conçu cet espace. Chaque livre sur ses étagères, chaque meuble design, nous l'avons choisi ensemble. » Techniquement, dit-il, et la cruauté dans sa voix fut chirurgicale. Le penthouse est un actif corporatif à mon nom. Tu n'as aucune réclamation légale dessus, tout comme tu n'as pas droit aux comptes conjoints qui, depuis cet après-midi, ont été gelés en attendant l'accord de divorce. Pour ta protection, bien sûr. Le sol sembla s'ouvrir sous ses pieds. Gelé. Il l'avait laissée complètement sans ressources. Elle était architecte, mais elle avait mis en suspens sa carrière prometteuse pour gérer leur vie et leur propriété pendant qu'ils se concentraient sur son ascension fulgurante. La plupart de leurs actifs étaient liés à son nom, à sa carrière. Il l'avait planifié. Chaque détail. La sonnette retentit, un son mélodique et discordant dans le silence tendu. Damian se dirigea vers la porte et l'ouvrit. Et là elle était, Scarlett Dubois, enveloppée dans une robe rouge sang qui s'accrochait à elle comme une seconde peau. Elle sourit, une grimace triomphante et sans remords qui glaça le sang de Chloé. « Elle est toujours là? » demanda Scarlett, avec un ronronnement bas en se glissant dans l'appartement, ses yeux parcourant Chloé avec un dédain absolu. Elle s'arrêta à côté de Damian, enlaçant son bras avec le sien de manière possessive. « Chérie, je croyais que tu avais dit que ce serait réglé. » La vision d'eux ensemble, si confortable et si maître de l'espace qui avait été leur foyer, brisa finalement Chloé. La lutte s'évapora, remplacée par un désespoir profond et écrasant. Elle n'était pas de taille. C'était une acquisition hostile et elle était l'actif en cours de liquidation. « Je partirai demain matin », murmura Chloé, les mots à peine audibles.
Elle se retourna, incapable de supporter de les voir une seconde de plus, et marcha avec des jambes engourdies vers la chambre principale, la pièce où elle et Damian avaient conçu leur rêve. En fermant la porte, elle entendit le rire triomphant de Scarlett résonner dans le couloir, le son de la fin de son monde. Elle s'effondra sur le lit, son corps secoué par des sanglots, ses mains s'accrochant à la petite vie précieuse en elle. Seule, enceinte et sans un sou dans une ville de millions, la cage dorée ne s'était pas seulement brisée. Elle avait été démolie, la laissant exposée et saignante au milieu des décombres. 20 de vengeance. Le réveil à la Latina. Les premières 24 heures furent un flou de panique glaciale et de douleur vide. Chloé se déplaça dans le penthouse comme un spectre, faisant sa seule valise avec des mains tremblantes. Chaque objet était un fantôme de la mémoire, un témoignage d'une vie qui était maintenant un mensonge élaboré. La photographie sur la table de chevet de leur mariage, à la ferme de San Ildefonso. Le visage de Damian, illuminé par ce qu'elle croyait être de l'adoration. La stupide tasse souvenir de leur voyage sur la côte amalfitaine. La copie usée de Gatsby le Magnifique, qu'il lui avait lu lors des après-midi pluvieux du dimanche. Elle n'emballa rien de tout cela. Ces reliques appartenaient à une femme qui n'existait plus. Fidèle à sa parole, lorsqu'elle tenta d'utiliser sa carte de crédit principale pour réserver un service de voiture, elle fut refusée. Le mot clignota en rouge cramoisi sur le petit écran. Inactif. L'humiliation fut un coup physique. Il avait pensé à tout. Non seulement il avait mis fin à leur mariage, mais il l'avait systématiquement effacé de la vie qu'elle avait aidé à construire. Elle était un zéro, un fantôme, avec une carte de crédit refusée. Elle finit par prendre un taxi jaune, de ceux qu'ils n'utilisaient plus depuis leurs premières années dans la ville, jusqu'au petit mais confortable appartement de son amie Zoé dans le quartier vibrant de la Latina. Zoé, une journaliste d'investigation avec un seuil très bas pour l'injustice, ouvrit la porte et inspecta le visage pâle de Chloé et sa seule valise, avec un regard aigu et instantané. « Oh, chérie, non !» soupira Zoé, l'attirant dans une étreinte féroce. « Dis-moi que ce salaud n'a pas osé le faire. » À l'intérieur, avec des tasses de thé à la camomille que Chloé était incapable de boire, toute l'histoire sordide se déversa. Zoé écouta, son expression se durcissant de la sympathie à une fureur concentrée. « Il a gelé les comptes, il t'a mise à la porte alors que tu es enceinte, et il t'a envoyé au Ritz pour que cela ressemble à un déménagement élégant? » Zoé arpentait son petit salon, ses mains serrées en poing. Ce n'est pas seulement une base pour le divorce, c'est une base pour une exécution publique. Nous allons trouver un avocat, un vrai requin, lui prendre jusqu'à ses chaussettes. « Il a déjà un requin ?» dit Chloé, sa voix sonnant lointaine. « Maître Abascal, il a aussi dit que c'est le meilleur. Et Zoé, tout, absolument tout, est à son nom. Le penthouse, les investissements, les comptes. J'ai été si stupide. Je lui ai fait confiance. »« Tu n'as pas été stupide. Tu étais amoureuse, » corrigea Zoé avec férocité. Il y a une différence cruciale. Il a exploité cet amour. C'est calculé. C'est sociopathique. Les jours suivants furent un cauchemar vivant. Les appels du bureau de Maître Abascal allaient directement à la boîte vocale de Zoé, car Chloé ne pouvait pas supporter d'entendre le jargon juridique stérile qui démantèlerait sa vie. L'offre initiale de règlement arriva par coursier. C'était une insulte enveloppée dans des termes légaux. Un paiement unique qui couvrirait à peine 1 an de loyer dans un quartier de classe moyenne de Madrid. Et une pension alimentaire ridiculement petite pour un homme des moyens de Damian. La stipulation essentielle était qu'elle devait signer un accord de confidentialité exhaustif,
la réduisant au silence, l'effaçant pour toujours. Damien voulait l'anéantir et était prêt à payer un prix symbolique pour le faire. La cruauté était impressionnante. Non seulement il la quittait, mais il tentait de l'enterrer vivante. Chloé passait ses journées sur le canapé de Zoé, fixant le plafond. Le bébé en elle, un rappel constant et palpitant de tout ce qu'elle perdait. Elle ressentait une honte profonde et terrifiante. Comment avait-elle pu être si aveugle, si négligente? Comment pouvait-elle amener un enfant dans ce chaos? Le désespoir commença à s'installer, une crainte froide et croissante qui menaçait de la consumer. Sa propre famille avait disparu. Sa mère était décédée il y a des années, et son père, un professeur d'histoire brillant mais paisible à l'université Complutense, était mort d'une crise cardiaque soudaine 2 ans auparavant. Elle était vraiment seule. Ou ne l'était-elle pas? Un après-midi, alors que Zoé tentait de la persuader de manger un peu de puchereau, poté, un souvenir lointain fit surface. C'était lors des funérailles de son père, un homme grand et imposant, aux cheveux argentés et aux yeux aussi perçants que des fragments de glace. Il s'était tenu à distance, sa présence remplissant la pièce d'une autorité tacite. Alastair Sterling, son parrain. Son père Yao et Alastair avaient été inséparables à l'université. 2 esprits brillants de mondes complètement différents. Son père, fils d'un bibliothécaire. Alastair, l'unique héritier de la fortune industrielle Sterling. Leur amitié était légendaire, mais elle s'était refroidie au fil des ans, à mesure que l'empire d'Alastair s'étendait et que son père se retirait dans la vie académique. Alastair lui avait envoyé un splendide cadeau de mariage, mais n'y avait pas assisté, envoyant ses excuses depuis un voyage d'affaires à Hong Kong. Elle ne l'avait pas vu ni ne lui avait parlé depuis des années, à l'exception d'un échange formel de cartes de Noël. C'était un fantôme de son passé, une figure de pouvoir et de richesse immense qui semblait appartenir à une galaxie différente. Le contacter semblait être une supplique désespérée et pathétique. Que pourrait-elle lui dire? « Bonjour, parrain, cela fait 10 ans. Mon mari, l'homme au sujet duquel tu as prévenu mon père qu'il était trop soigné, vient de me quitter pour sa collègue et m'a coupé financièrement alors que je porte son enfant. Pourrais-tu, par hasard, m'aider? »« Qu'est-ce qui t'arrive? » demanda Zoé, remarquant un éclair de quelque chose ressemblant à de la résolution dans les yeux de Chloé. « Mon parrain, » dit Chloé lentement, l'idée germant. « Alastair Sterling. » La cuillère de Zoé tomba sur l'assiette avec un bruit métallique. « Alastair Sterling? » Comme l'Alastair Sterling, le milliardaire reclus, celui qu'ils appellent le faiseur de rois de Wall Street. Chloé hocha la tête. Mon père était son meilleur ami. Zoé l'a saisi par les épaules, ses yeux écarquillés par l'urgence. « Tu dois l'appeler tout de suite. Tu as dit que Damien travaille pour Sterling & Vance. Il n'y a pas de connexion? » « Non, juste une coïncidence dans le nom, » clarifia Chloé. La firme de Damien est une entité différente, mais Alastair est le pouvoir à l'état pur. La Shoah. L'idée était terrifiante. Alastair était un homme qui déplaçait les marchés d'un simple geste. Il vivait dans un monde d'influence inimaginable. Pour lui, ses problèmes conjugaux seraient une dispute domestique triviale. Il penserait probablement qu'elle était faible et négligente. Le nom Sterling était synonyme de force, de précision impitoyable. Mais alors, elle pensa au bébé. Son bébé. Il ne s'agissait plus de son orgueil, il s'agissait de survie. Il s'agissait de se battre pour l'enfant qui méritait bien plus qu'un père qui le voyait comme un élément de dépense, et une mère au bord du désespoir. Ses mains tremblèrent alors qu'elle cherchait le numéro. Elle avait un vieil agenda de son père. Et à l'intérieur, caché, il y avait un numéro privé de l'assistante personnelle d'Alastair,
étiqueté urgence seulement. Si ce n'était pas une urgence, elle ne savait pas ce que ce serait. Prenant une profonde respiration et calmant ses nerfs, elle composa le numéro. Une voix nette et professionnelle répondit au premier bip. « Bureau de M. Sterling. »« Bonjour », commença Chloé, sa voix tremblante. « Mon nom est Chloé Thorne. Mon père était Robert Thorne. J'ai besoin de parler à mon parrain, M. Sterling. C'est urgent. » Il y eut une pause de l'autre côté de la ligne, et pendant un moment qui lui paralysa le cœur, Chloé pensa qu'elle serait renvoyée, transférée à une secrétaire junior. Alors la voix revint, plus chaleureuse. « Veuillez patienter pour M. Sterling, Mademoiselle Thorne. » Ils avaient utilisé son nom de jeune fille. Il se souvenait. Un rayon d'espoir, le premier qu'elle ressentait depuis des jours, traversa l'obscurité étouffante. Après un autre moment de silence tendu, une nouvelle voix apparut sur la ligne. Elle était profonde, résonnante, et transmettait un poids de commandement indéniable. « Chloé, c'est toi ma fille !» Le son de sa voix, une voix qu'elle n'avait pas entendue depuis 10 ans, brisa son calme soigneusement construit. Un sanglot s'échappa de ses lèvres. « Alastair !» cria-t-elle le nom, une supplique désespérée. « J'ai besoin de ton aide. » L'extrême de l'exil doré. Le domaine Sterling, Castille et Léon. Mon hélicoptère descendit sur une pelouse parfaitement entretenue, ses pales fouettant l'air frais de l'automne. En contrebas, un vaste manoir de pierre s'élevait niché au milieu de centaines d'hectares de forêt privée, quelque part entre Ségovie et Avila. C'était le domaine Sterling, le sanctuaire légendaire d'Alastair, un lieu si secret qu'il en existait à peine des photographies. Chloé sortit de l'appareil, agrippant la petite valise que Zoe l'avait aidée à faire, se sentant comme si elle avait voyagé dans un autre siècle. Un homme d'apparence sévère en costume sombre, qu'elle apprendrait à connaître sous le nom de M. Harrington, chef de la sécurité et des affaires légales d'Alastair, la conduisit à la maison. L'intérieur n'était pas ostentatoire à la manière moderne et tape à l'œil du penthouse de Damian. C'était de l'argent ancien et discret, silencieux et sûr de lui. Des boiseries sombres, des tapisseries inestimables, des étagères remplies de premières éditions, reliées en cuir, et le faible et agréable parfum de fumée de bois et de vieux papier. Alastair Sterling l'attendait dans une vaste bibliothèque, assis dans un fauteuil en cuir usé à côté d'une cheminée crépitante. Il était plus âgé qu'elle ne s'en souvenait, ses cheveux argentés maintenant blancs, mais ses yeux étaient les mêmes, un bleu intense et pénétrant, qui semblait voir jusqu'au fond de votre âme. Il se leva lorsqu'elle entra, et, malgré son âge, il se déplaça avec une fermeté qui démentait ses années. « Chloé », dit-il, sa voix profonde s'adoucissant. Il ne lui offrit pas de poignée de main, ni de salutation formelle. Au lieu de cela, il ouvrit les bras, et Chloé, submergée par le soulagement, marcha vers son étreinte. Ce ne fut pas une étreinte chaude et réconfortante, mais solide, protectrice, et pour la première fois depuis des semaines, elle se sentit complètement en sécurité. « Tu aurais dû appeler plus tôt. » Il lui fit signe de s'asseoir dans la chaise en face de la sienne. Un majordome apparut silencieusement et plaça un plateau avec du thé Earl Grey et de petits sandwichs au concombre entre eux. « Maintenant, » dit Alastair, son regard inébranlable alors qu'il se rasseyait, « raconte-moi tout. N'omets pas un seul détail. Je veux le nom exact de l'avocat, Maître Abascal, le poste actuel de Damian, ses ambitions et chaque mot qu'il t'a dit. Et surtout, je veux le nom complet de cette femme, Scarlett Dubois. » Et alors, elle lui raconta.
L'histoire sortit, plus cohérente cette fois, propulsée par la force tranquille de sa présence. Elle parla de l'ambition démesurée de Damien, de son charme superficiel, de sa transformation froide et soudaine. Elle décrivit Scarlett, l'humiliation publique, les comptes bancaires gelés et l'accord insultant que Maître Abascal avait proposé. Elle expliqua sa propre naïveté, sa honte et sa terreur existentielle pour le bébé. Alistair écouta tout sans interrompre. Son visage était indéchiffrable, un masque de pierre. Mais elle vit un muscle se tendre dans sa mâchoire, et ses yeux bleus perçants devinrent plus froids, plus durs. Quand elle eut fini, le seul bruit dans la pièce était le crépitement du bois dans la cheminée. Alistair joignit ses longs doigts, son regard fixé dans l'espace. « Robert, ton père n'a jamais eu confiance en lui, » dit Alistair, sa voix un murmure bas. « Il m'a dit une fois que Damien Reed avait le sourire d'un loup et une calculatrice à la place du cœur. Je lui ai conseillé de te prévenir contre le mariage, mais Robert était trop doux. Il voulait que sa fille soit heureuse, et tu étais aveuglément amoureuse. Mon erreur a été de ne pas intervenir. J'ai laissé mon amitié avec ton père se diluer, une erreur que je ne commettrai pas avec sa fille. » Il se leva et se dirigea vers un grand bureau ornementé. Il pressa un bouton sur un interphone. « Harrington, viens ici. » Mais Harrington entra dans la pièce aussi silencieusement que le majordome. « Je veux un profil complet sur Damien Reed, vice-président senior chez Thorne & Associates, et une Scarlett Dubois, même compagnie. Je veux tout savoir. Finances personnelles et corporatives, historique professionnel, association avec des entreprises offshore, dettes cachées, vices. Je veux savoir où ils ont leurs comptes secrets et qui leur blanchit l'argent. Je veux que chaque squelette dans leur placard soit exhumé, poli et posé sur mon bureau. « Ce sera un plaisir, monsieur, » dit Harrington avec un hochement de tête coupant, et il partit. Alistair se tourna vers Chloé. « Tu resteras ici. L'aile Est sera préparée pour toi. Mon médecin personnel prendra soin de toi et du bébé. Tu ne manqueras de rien. Ton seul travail est de te reposer et de rester en bonne santé. Mon travail, dit-il avec un éclair dangereux dans ses yeux bleus, est de m'occuper de Reed. « Que vas-tu faire? » demanda Chloé, un tremblement de terreur et d'attente dans sa voix. « Il y a deux manières de gérer un fléau, ma fille, » expliqua Alistair, prenant une lourde carafe de cristal de whisky et se servant une petite mesure. Tu peux l'écraser, ce qui est bruyant et laisse un désordre terrible, ou tu peux démonter soigneusement son nid brique par brique jusqu'à ce qu'il ne lui reste plus aucun endroit où vivre. Alors, il disparaît simplement. Je préfère la deuxième méthode. C'est plus silencieux, plus permanent et, je dois l'admettre, infiniment plus satisfaisant. » Il prit une gorgée de son whisky. Ce Damien a construit sa vie sur une base d'ambition pure et d'image. Il aspire au statut, au pouvoir et à l'approbation de ses pairs. Nous ne l'attaquerons pas directement. Nous allons simplement éliminer les piliers qui soutiennent son monde, un par un. Sa réputation, sa carrière, ses finances et sa nouvelle associée. Black Pawn Interaction avec le Public Direct. La stratégie d'Alistair est la patience et la destruction silencieuse. Si tu étais à la place de Chloé et que tu avais un parrain avec ce pouvoir, l'utiliserais-tu? Ou essaierais-tu de négocier? Commente ci-dessous. Patience mortelle ou négociation intelligente. Ta décision marque le cours de la vengeance. La corrosion du roi de la Castellana. L'érosion de l'image de Damien. Damien Reed se sentait intouchable.
Louis et Scarlett étaient le nouveau couple de pouvoir chez Thorne & Associates. Avec Chloé, cette relique de son passé humble, hors de sa vie, tout se sentait simplifié et amélioré. Louis et Scarlett s'installèrent dans le penthouse, le goût moderne et vibrant de celle-ci recouvrant rapidement l'esthétique classique et tranquille de Chloé. Ils organisaient des dîners somptueux, leur rire vide résonnant dans les couloirs où les larmes de son épouse étaient tombées. Damian avait obtenu ce qu'il avait toujours voulu, une femme qui était une partenaire dans son ambition. Non seulement une âme douce qui administrait son foyer. Scarlett était un reflet de sa propre ambition impitoyable. Sa carrière était à son apogée. Il dirigeait l'acquisition d'une prometteuse compagnie FinTech, une transaction qui cimenterait sa réputation et garantirait un bonus annuel stupéfiant. Il ignorait les regards de pitié ou de désapprobation de certains des collègues plus âgés qui avaient apprécié Chloé. Ce sont des dinosaures, pensait-il. Ils ne comprennent pas les nouvelles règles du jeu. La première fissure dans son monde parfait apparut un mardi. Ce fut quelque chose de petit. Une conférence avec le conseil d'administration de la compagnie FinTech fut reportée brusquement. Aucune raison ne fut donnée, seulement un courriel coupant de son PDG citant une révision interne. Damian était ennuyé, mais pas alarmé. Les doutes corporatifs étaient courants dans les transactions de cette taille. Mais quelques jours plus tard, un événement plus troublant se produisit. Il était en réunion avec le directeur financier de la firme, M. Pizarro, présentant ses chiffres projetés pour l'acquisition. Pizarro, un homme notoirement méticuleux, regarda les documents par-dessus ses lunettes de lecture. « Ces valorisations, Reed, » dit Pizarro lentement, « semblent optimistes. Je reçois des analyses tierces qui divergent. Rumeur d'un portefeuille d'actifs gonflés. Damian. » Le sourire de Damian se crispa. « Mon équipe a fait sa diligence raisonnable, Pizarro. Les chiffres sont solides. La valorisation est correcte. » Peut-être, dit Pizarro évasivement. Mais le conseil d'administration devient nerveux. Quelqu'un du côté opposé doit filtrer des informations négatives pour refroidir l'opération. Serre la vis, Reed. Je n'aime pas l'incertitude. Damian quitta la réunion avec un nœud d'inconfort dans l'estomac. Rumeur. Incertitude. Ce n'étaient pas des mots habituels dans son vocabulaire. Il passa le reste de la journée au téléphone, essayant de sécuriser la transaction. Mais il se heurta à une étrange froideur. Des personnes qui prenaient auparavant ses appels instantanément étaient maintenant soudainement en réunion. Les courriels restaient sans réponse pendant des heures. Scarlett, toujours pragmatique, se montra impatiente. « C'est juste une mauvaise passe, chérie, » ronronna-t-elle, massant ses épaules pendant qu'il regardait par la fenêtre du penthouse. La vue ne semblait plus si triomphale. « Tu es le meilleur négociateur qu'ils aient. Ils ont besoin de toi. Montre-leur juste qui est aux commandes, comme au lit. » Mais les murmures devinrent plus forts. Un courriel anonyme commença à circuler parmi les partenaires principaux, soulevant des questions sur les pratiques comptables agressives de Damian dans des transactions passées. Il était vague, sans contenir de preuves concrètes, mais il planta une graine de doute permanente. C'était un poison subtil dans l'approvisionnement en eau corporative. Sa paranoïa commença à s'ulcérer. Il réprimanda ses analystes juniors, les accusant de filtrer des informations. Il commença à voir des rivaux à chaque coin, imaginant des conspirations pour saboter sa transaction. La pression augmenta et l'usure commença à se manifester. Le charme facile qu'il avait défini fut remplacé par une arrogance défensive et fragile. Le vrai coup arriva la semaine suivante. La firme annonça un audit surprise de tous les projets importants en cours,
avec un accent spécifique sur l'acquisition FinTech de Damian. Cela fut présenté comme une mise à jour de procédure de routine, mais tous savaient ce que cela signifiait. Un vote de non-confiance publique. Son autorité était sapée. Cette nuit-là, Louis et Scarlett eurent une discussion vicieuse. « Tu dois contrôler cela, Damian », siffla-t-elle, son calme parfait, se fissurant finalement. « Tu as l'air faible. Ils sont en train de te piétiner. Ce n'est pas l'homme avec qui je me suis associé. »« Que veux-tu que je fasse, Scarlett ?» répliqua-t-il, sa voix augmentant. « Quelqu'un travaille activement contre moi. Ce n'est pas seulement de la malchance, c'est une attaque ciblée. Alors découvre qui c'est et écrase-le, exigea-t-elle. C'est notre avenir, notre argent. N'ose pas le laisser s'échapper, parce que tu es trop occupé à te sentir victime. » L'accusation lui fit mal. Il était Damian Reed. Il n'était pas l'attaqué. Il était l'attaquant. Il décida de contre-attaquer. Il commença à enquêter, essayant de trouver la source des fuites, l'origine des rumeurs. Il engagea un enquêteur privé, un homme discret mais absurdement cher qui promit des résultats. Quelques jours plus tard, l'enquêteur revint les mains vides. « C'est comme si je chassais un fantôme », dit l'homme, perplexe. Les rumeurs semblaient surgir de partout et de nulle part à la fois. La contre-analyse financière de ta transaction provient d'un groupe de conseil très respecté, mais notoirement anonyme, à Genève. Le courriel est venu d'un serveur avec de multiples couches de cryptage. Celui qui fait cela est un professionnel d'élite, un fantôme dans la machine. Ils ont des poches très profondes et sont maîtres de la subtilité. Damian sentit un frisson. Ce n'était pas un rival dans la firme. C'était autre chose, quelque chose de plus grand et de beaucoup plus dangereux. Son monde, qui avait semblé si solide et sûr il y a seulement quelques semaines, était maintenant construit sur des sables mouvants. Les piliers gémissaient sous le poids des murmures et des ombres, et pour la première fois de sa vie, Damian Reed était terrifié. Il perdait le contrôle et n'avait aucune idée de qui était son ennemi. Il n'a jamais considéré l'épouse tranquille et douce qu'il avait écartée. Il l'avait déjà oubliée. Mais dans les collines tranquilles de Castille, son parrain non. Le retour de Chloé Lepie projet Robert Thorne. Pendant que le monde de Damian se rongeait lentement, celui de Chloé était méticuleusement reconstruit. Les premières semaines au domaine Sterling furent une récupération douce. La docteure Evans, la médecin personnel d'Alastair, était une femme aimable et maternelle qui surveillait sa grossesse de près, lui assurant qu'elle et le bébé étaient forts et en bonne santé. Le choc initial et le traumatisme commencèrent à se dissiper, remplacés par une détermination tranquille et croissante. Alastair, fidèle à sa parole, l'isola de la laideur du divorce. Il avait engagé une équipe juridique de l'un des cabinets de droit de la famille les plus prestigieux de Madrid. Ce n'étaient pas les requins agressifs que Zoé avait imaginés, mais des lions posés, puissants et patients. Ils répondirent à l'offre insultante de Maître Abascal par un rejet tranquille et ferme et une déclaration simple. Nous attendrons une proposition plus équitable, basée sur la divulgation financière complète et vérifiée. Le message était clair. Les jours d'intimidation de Chloé pour qu'elle se soumette étaient terminés. Un après-midi, Alastair la trouva en train de dessiner dans un carnet dans le jardin. Elle était architecte, après tout, et l'instinct de créer revenait. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda-t-il, regardant par-dessus son épaule. « Juste une idée, » dit-elle, un peu timidement. « Un centre communautaire, un espace avec une bibliothèque pour enfants, des ateliers pour adultes, un toit vert pour tous, un lieu qui construit les gens, pas seulement qui les abrite. » Alastair étudia les croquis complexes avec une expression pensive.
Ton père m'a dit une fois que tu avais plus de talent dans ton petit doigt que la moitié des architectes célèbres de cette ville. Il a dit que tu dessinais avec le cœur. La mention de son père lui apporta un sourire triste. Il était partial. Il se trompait rarement, répliqua Alastair. Il fit une pause, puis dit « Ma fondation cherche à financer un nouveau projet philanthropique, une pièce maîtresse pour la rénovation urbaine dans une zone défavorisée de Carabanchel, Madrid. Il a besoin d'un architecte principal, quelqu'un avec une vision, quelqu'un qui comprenne l'importance de la communauté. Une œuvre qui laissera une marque dans la capitale. » Chloé le regarda fixement, son cœur battant plus vite. « Alastair, je n'ai pas travaillé sur un projet depuis des années. »« Je ne te force pas. Tu es Chloé Thorne, » l'interrompit-il doucement mais fermement. « Phil de Robert Thorne est la meilleure personne pour le travail. Nous allons aménager un studio pour toi ici dans le domaine. Tu auras une équipe complète à ta disposition, un chèque en blanc pour les ressources. Crée cela. Construis-le. Non pour moi, pour toi-même. » Ce fut une bouée de sauvetage, mais ce fut plus que cela. Ce fut un but. Pour la première fois depuis que Damian avait détruit son monde, Chloé sentit une étincelle de son ancien moi s'allumer. Le projet la consuma. Elle se lança dans le travail, ses journées remplies de plans, de construction de modèles et de vidéoconférences avec des ingénieurs et des urbanistes. La grossesse, autrefois source de peur et d'incertitude, se sentait maintenant comme une source d'énergie créative. Elle construisait deux choses à la fois, un centre communautaire et une nouvelle vie pour elle et son fils. Pendant ce temps, l'enquête de M. Harrington sur Damian et Scarlett continuait, épluchant des couches de tromperie avec une précision chirurgicale. L'information qu'il découvrit était bien pire qu'une simple malversation corporative. La société fantôme enregistrée au nom du frère de Scarlett n'a pas seulement été utilisée dans une fusion, rapporta Harrington à Alastair, Chloé étant maintenant présente lors de ces mises à jour. C'est un schéma. Au cours des 3 dernières années, dans chaque transaction importante qu'ils ont gérée, ils ont utilisé une série de sociétés offshore pour canaliser des frais de conseil illégitimes. Ils ont gonflé le prix des acquisitions et ont détourné la différence vers leur propre compte en Suisse et aux îles Caïmans. C'est un vol massif, mais fait avec tant de finesse que seule une analyse médico-légale de haut niveau peut le dénicher. Alastair écoutait, ses yeux plissés. Et la somme totale? Des dizaines de millions, monsieur. Assez pour leur garantir une retraite anticipée au détriment de la firme. Et le plus important, ajouta Harrington, glissant un document à travers la table. La société fantôme n'est pas seulement au nom du frère. Il y a une preuve de transaction, une procuration bancaire signée par Damian lui-même. Il est directement impliqué. Alastair regarda le document, sa bouche se tordant en un sourire froid. Excellent. Maintenant, le piège est prêt. Quand pensez-vous que le point de rupture dans son travail sera atteint? Très bientôt, monsieur. L'audit surprise de son projet de FinTech est une manœuvre de notre part. Nous avons alimenté la commission d'audit avec suffisamment de doutes et d'analyses tierces anonymes pour qu'il soit obligé d'arrêter l'acquisition. Cela coûtera à l'entreprise des millions de pertes et il sera le visage de cet échec. Il perdra la face et la confiance de ses pairs, acquiesça Alastair. C'est la première brique. Une fois qu'il aura l'air faible et désespéré, nous attaquerons son point le plus vulnérable, son argent. Chloé regardait les deux hommes discuter de la chute de Damian avec la froideur de généraux planifiant une bataille. Elle ne ressentait pas de joie, seulement un calme distant. Ce n'était pas une vengeance passionnelle, c'était de la justice économique. La chute, la chute de Damian. Le marteau et l'enclume.
La chute fut rapide et humiliante. Le projet FinTech fut annulé, les pertes s'élevant à plusieurs millions. La firme lui retira son statut de vice-président senior et le mit en congé administratif en attendant la conclusion de l'audit. Ce n'était qu'une question de temps avant qu'il ne soit licencié. Scarlett, la partenaire ambitieuse qu'il avait crue si loyale, se révéla être un allié de circonstance. Au lieu de le soutenir, elle le blâma pour l'échec. « Comment as-tu pu te laisser faire ?» cracha-t-elle lors d'une violente dispute dans leur penthouse, qui ne semblait plus que froid et vide. « Tu étais en charge. »« Quelqu'un est après nous, Scarlett !» cria Damian, sa chemise à moitié défaite. « Et je pense que ça a quelque chose à voir avec ces frais de conseil de ton frère. » La mansion fit pâlir son visage. « Ne sois pas ridicule. Nous sommes dans le pétrin, n'est-ce pas? » réalisa Damian, le sang lui montant au cerveau. « Dis-moi la vérité. » Ce fut la fin de leur alliance. Elle fit ses valises le lendemain, le laissant seul dans l'appartement, ne lui laissant qu'un petit mot. « C'est fini. Je ne suis pas une victime, Damian, et tu n'es plus un gagnant. » Il avait abandonné Chloé pour la même femme qui venait de le laisser. L'ironie était une douleur physique. Il était faible. Il était seul. Et c'est alors qu'il reçut l'appel qu'il attendait. Une convocation de Maître Abascal. « Nous avons reçu une proposition de règlement de l'équipe de Mademoiselle Thorne, » dit l'avocat, sa voix serrée et tendue. Damian s'attendait à une somme extravagante. Au lieu de cela, Maître Abascal lui lut les termes. Chloé ne demandait que le remboursement intégral de la valeur marchande du travail d'architecture qu'elle avait effectué sur toute leur propriété pendant leur mariage, les frais de scolarité à vie de l'enfant dans les meilleures écoles bilingues de Madrid et un fonds fiduciaire pour le bébé à naître, mais géré par un fiduciaire indépendant. Pas de pension alimentaire pour elle. Pas de demande du penthouse ou des investissements. La demande était étonnamment modérée, presque clinique. « Où est le piège ?» demanda Damian. « C'est sûr. »« Le piège est dans le silence, » répondit Abascal. « Ils veulent que tu signes un accord de confidentialité à vie, un engagement à ne jamais, sous aucun prétexte, nommer Mademoiselle Thorne ou l'enfant en public ou aux médias, ni même remettre en question les conditions du divorce. Et surtout, ils exigent que tu signes un document de cession d'actifs de la totalité de tes parts dans la firme Thorne & Associates pour une valeur nominale. » Damian rit, un son hystérique. « Mes parts, c'est ma vie, c'est ce qui me reste. Je ne peux pas signer cela. »« Mais monsieur, Sterling est derrière cela, Damian, » dit Abascal, sa voix pleine de peur. « Ce n'est pas une coïncidence. Il a les preuves de tes malversations. Il les a montrées aux associés principaux. Si tu ne signes pas cet accord de règlement, tu ne signes pas seulement la ruine de ta réputation. Tu signes une poursuite pénale pour fraude, blanchiment d'argent et détournement de fonds. Tu iras en prison et tu perdras tout. C'est l'offre. Prends l'argent de la transaction et signe les documents. Ou attendre la police. La décision était simple. Soit il sauvait sa liberté et l'infime partie de sa richesse qu'il avait mise de côté, soit il se retrouvait derrière les barreaux pour le reste de sa vie. Damian Reed signa. Il céda tout, ses parts dans l'entreprise, son contrôle sur les fonds fiduciaires, son droit de nommer Chloé ou son enfant. Il se réduisit au silence pour toujours pour éviter la prison. Il obtint sa liberté et une somme d'argent, mais il perdit son identité, sa carrière et sa réputation. L'aube d'une nouvelle vie. Le projet Robert Thorne est réalisé 1 an plus tard. Le bébé de Chloé, Robert, un garçon aux yeux gris vifs et au sourire de son grand-père, célébra son premier anniversaire. Chloé le tenait dans ses bras, le regardant jouer avec une balle dans les vastes jardins du domaine Sterling.
elle ne vivait plus dans l'isolement, mais dans une concentration sereine. Le centre communautaire Robert Thorne fut inauguré à Carabanchel. C'était une structure magnifique de bois, de verre et de toits verts luxuriants. Les médias le louèrent comme un miracle architectural et une preuve du pouvoir de la communauté. Chloe Thorne, l'architecte derrière la vision, était devenue une célébrité discrète dans le monde de l'architecture philanthropique. Elle avait trouvé son but, sa voie et une fortune renouvelée, tout en construisant non seulement un bâtiment, mais aussi son propre avenir. Un soir, elle était assise dans la bibliothèque avec Alastair, buvant une tisane. « J'ai entendu dire que Damien a pris un poste d'analyste junior dans une petite firme à l'extérieur de Madrid, » dit Alastair, les yeux fixés sur le feu. « Il est seul. Scarlett a disparu. Il n'est plus rien qu'un homme ordinaire, effacé. »« Et Maître Abascal ?» demanda Chloe. « Il a été radié du barreau pour faute professionnelle, » répondit Alastair. « Il était trop corrompu pour être sauvé. » Chloe hoqua la tête. « Tu avais raison. La méthode silencieuse est plus satisfaisante. » Elle prit une gorgée de son thé. Il y avait un silence paisible entre eux. Elle ne ressentait plus de haine, seulement un vide froid pour l'homme qu'il avait été. Elle avait le sourire d'un fils, le soutien d'un parrain et une carrière qui prenait son envol. Elle avait perdu sa vie, mais elle en avait construit une nouvelle, plus forte et plus vraie. « Et toi, ma fille ?» demanda Alastair, tournant ses yeux bleus vers elle. « Qu'est-ce qui vient après ?» Chloe sourit, une étincelle de malice dans son regard. « Le prochain projet de la Fondation Sterling. Je pense que nous devrions construire quelque chose à l'étranger. Peut-être à Londres. Je connais un endroit. » Elle était Chloe Thorne. Elle n'était plus la femme douce et crédule qu'il avait rejetée. Elle était une architecte du destin, et sa reconstruction n'était que le début. Le coût de sa trahison était le monde entier de Damien, et le prix de sa patience était sa propre ascension triomphale.